qu'on va terminer la matinée. Donc pour donner la parole du coup à Christophe Poupard, donc de l'Agence de l'eau, pour nous faire un petit point voilà, sur la vision de l'Agence de l'eau par rapport à ce qui a pu être produit dans le cadre de Fresques. Et voilà, ça permettra d'ouvrir après sur des échanges. On peut fermer tout ça. Voilà. On voit que c'est plus simple. À toi Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà pour cet ensemble de présentations. Alors je vous prie d'excuser Sandrine Rocard, notre directrice générale, qui m'a demandé de la représenter, ce que je fais avec évidemment grand plaisir. Et je tiens vraiment à remercier toutes celles et ceux qui sont venus faire des présentations ce matin, et puis tous leurs collègues qui ont aidé à produire les résultats, parce que c'était extrêmement riche. On a vraiment eu le panorama complet de tous les paramètres qu'on peut suivre dans ces réseaux de fréquences, et je pense que ça donne, en tout cas moi, ça m'a donné une idée plus précise de ce qu'on pouvait en tirer. Et ça donne beaucoup d'espoir aussi pour l'avenir. Alors ça tombe particulièrement bien, je trouve, ce séminaire au moment où on a une conférence des Nations Unies sur les océans, parce qu'on est vraiment en lien avec ça. Les océans, ils sont fortement impactés évidemment par ce qui se passe dans nos estuaires et donc ce qui vient du continent, et donc c'est important d'arriver à suivre tout cet ensemble de paramètres et tous ces apports telluriques et comment ils se comportent. Alors nous, notre préoccupation première, vous le savez, on verse des subventions, on prélève aussi des taxes pour financer un certain nombre de projets. Mais notre préoccupation première, en tout cas vu de ma direction, c'est de connaître l'état des eaux, du bassin, et de savoir comment est-ce qu'on peut aller cheminer vers le bon état. C'est pas une question simple. Et pour ça, on a deux types de suivi. On suit des paramètres biologiques, on suit des paramètres physico-chimiques. Et en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux, et comment est-ce qu'on peut prédire finalement quels travaux, quelles améliorations il faut faire sur du physico-chimique pour que les paramètres biologiques s'améliorent. Par exemple, on en a parlé juste à l'instant, là, dans la baie de Seine et dans l'estuaire, quelle est la dynamique de production primaire, quelle est la dynamique du plancton, quels sont les paramètres qui vont déterminer la façon dont ça évolue, et finalement, du coup, comment la chaîne alimentaire derrière va se comporter, et comment nos indicateurs biologiques que nous on suit tous les 2 mois, tous les mois, vont évoluer. Et ça, en fait, on n'a pas la réponse à ces questions-là. Pour l'instant, on va peut-être les avoir. Et donc, à ce titre-là, je trouve que tout ce qu'on a exploré là ce matin commence à donner des pistes d'analyse. Bon, on a vu déjà comment les différents paramètres physico-chimiques interagissent entre eux, entre les régimes des marées, le régime des débits, comment ça agit sur la circulation des sédiments, sur la circulation de la salinité, etc. Donc ça, c'est déjà une chose. Quand on arrivera à expliquer comment les populations de plancton évoluent en fonction de ces paramètres-là, on sera les plus heureux. On n'en est pas encore là, mais je pense que ça va venir. Il y a une deuxième réflexion, c'est que avec le changement climatique, on est de plus en plus en fait sous le régime d'événements extrêmes, et c'est ça un peu qui dicte non seulement les dégâts que ça peut commettre pour nous, population humaine, mais aussi comment la biodiversité va évoluer. Moi, je suis persuadé que un indice qu'on mesure à un instant T de biodiversité, certes, il dépend des différents paramètres et de l'activité anthropique, mais il dépend aussi de comment était cet indice il y a 6 mois. Quand on mesure une communauté d'invertébrés, les invertébrés, si une espèce a disparu, elle ne va pas réapparaître par miracle. Il faut qu'il y ait un événement qui la fasse réapparaître. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on a un peu du mal à comprendre, mais probablement que ces événements extrêmes jouent un rôle dans ces évolutions de paramètres. Et la haute fréquence, ça vous l'avez vraiment montré par rapport à ce que j'ai appelé la basse fréquence ou la moyenne fréquence, parce que quand même, en Seine-Normandie, on mesure pas mal par rapport à d'autres bassins. Voilà, vous voyez des événements que nous on voit pas, et on le sait, mais donc c'est important d'avoir cette haute fréquence et de vraiment mieux comprendre les événements extrêmes, et notamment de comprendre et de prédire même quand est-ce que le biseau salé va remonter et va menacer les captages d'eau potable. Ça, c'est quand même un enjeu important pour nous tous. Et donc évidemment, au-delà des événements extrêmes, la variabilité, l'étendue de la variabilité de ces différents paramètres est également importante à comprendre.
Évidemment, le suivi longitudinal, et c'est important qu'on ait tous ces stations. Je pense, enfin, quand je voyais la carte, là, on est quand même, bon, c'est quand même un jouet de riche, hein, cet ensemble de stations à haute fréquence. Tant mieux, on l'a, on le garde et on va en profiter. Et justement, ça permet d'avoir ce suivi longitudinal, et vous avez donné des exemples, hein, de comment est-ce que différents phénomènes se propagent ou pas, et sous quelle influence ça se propage. Et tout ça, ça permet aussi encore une fois, de comprendre le fonctionnement de notre continuum homme-terre-mer, pour reprendre le slogan du Pyrène, mais qui s'applique bien ici également. L'aspect communication grand public qui vient d'être évoqué à l'instant me paraît aussi extrêmement important. C'est-à-dire, si on veut que les gens, les populations qui habitent autour de cet estuaire le défendent, enfin cet estuaire et plus largement d'ailleurs de son axe, de tout l'axe Seine le défendent, il faut qu'ils le connaissent, il faut qu'ils y soient attachés. Je suis persuadé que le retour de la baignade grand public en Seine et en Marne, ça peut participer de cette réappropriation en fait du fleuve ou des cours d'eau, et donc reconstituer un attachement qui permettra aussi de mobiliser le grand public quand il s'agit de le défendre. Donc la communication grand public est importante, d'abord parce qu'elle permet, grâce à ce réseau, on peut illustrer l'impact du changement climatique, donc sur l'évolution du front de salinité, du bouchon vaseux, sur l'évolution des températures. Le panneau d'affichage en temps réel qui se situe effectivement sur notre bâtiment, sur le quai de Seine, ici à Rouen, voilà, ça participe de ça. Quand tous les joggeurs passent devant, hop, ils ont... pardon, de Rouen. Les joggeurs de Rouen. Et d'ailleurs, on peut faire du jogging, même quand on n'est pas de Rouen, sur le quai Bois-Guilbert. Donc voilà, ça permet cette appropriation, et ça nous donne aussi des éléments de langage un peu illustrés. Alors j'avais en tête le fameux nursery squeeze, donc en français la disparition des nurseries, des nourriceries pardon, et des nurseries sous l'impact combiné donc de l'anthropisation qui a déjà eu lieu et qui peut se poursuivre, et puis du changement climatique et de l'élévation de la température. Donc ça permet de vraiment illustrer en quoi le changement climatique aggrave finalement toutes les pressions qu'on fait déjà peser sur cet estuaire, et ça, pour communiquer au grand public ou à des membres du comité de bassin, c'est extrêmement utile d'avoir ce type d'exemple. Voilà ce que j'en ai retenu. Donc finalement, c'est une espèce de synthèse de tout ce que vous avez dit, mais voilà comment ça peut nous intéresser. Et mon collègue Manuel reviendra cet après-midi sur tout ce qu'on peut attendre encore davantage de tous vos travaux. En tout cas, grand merci à toutes et à tous.